Voici maintenant l'étonnante histoire de cet artisan qui encaisse les chèques de ses clients puis disparaît dans la nature. Une enquête tout en poursuite, signée Timothée Vienne. Chaque semaine, vous êtes des milliers à nous contacter. Aujourd'hui, c'est Valérie, 39 ans, qui fait appel à la rédaction de Sans aucun doute. Mon histoire est la suivante. J'ai acheté un chalet dans le Loiret. J'avais envie de quitter Paris. J'ai fait des travaux dans ce chalet. Valérie se dit la victime d'un artisan aux pratiques douteuses, un parfait escroc selon elle. Il semble malheureusement qu'elle ne soit pas la seule. Nous percevons rapidement l'urgence et la gravité de la situation. Sans attendre, nous invitons Valérie à se rendre dans nos locaux. À l'issue de ce premier rendez-vous, elle saura si notre équipe peut ou non lui venir en aide. J'ai été la victime d'un escroc, en fait, d'un artisan qui n'en était pas un, qui fait beaucoup de dégâts chez les gens. Quand il commence à faire des travaux, il les termine pas, et quand il fait des travaux, de toute façon, en règle générale, ça ne ressemble à rien. Plus le temps passe et plus, en fait, il y a de victimes. Je voudrais qu'on l'arrête. Je voudrais que quelqu'un fasse quelque chose, et visiblement, à part vous, personne n'arrive à faire quelque chose. On a essayé de le ralentir, mais c'est tout, quoi. Nous décidons d'intervenir. Nous allons mener l'enquête sur les traces de cet artisan et tenter de le confondre. Allez, on y va. Cet artisan a tendance à fuir dès qu'on s'intéresse de trop près à ses affaires douteuses. Mais nous allons le prendre à son propre jeu. Monsieur, attendez, vous avez l'interdiction d'exercer. On vous a piégé, vous avez montré que vous exerciez, que vous continuez à encaisser de l'argent. Une course-poursuite va s'engager. Allez, monte Philippe, à l'arrière. Vite, tourne. La suite dans un instant. Nous étions à l'instant sur les traces d'un artisan qui fait des ravages. Voici la suite de notre document. À 150 km de Paris, voici le théâtre de cette affaire. Un domaine résidentiel situé dans le Loiret, en plein cœur d'une forêt séculaire. Ici, de nombreuses familles ont élu domicile, loin, très loin du vacarme de la ville. Un environnement privilégié où devrait régner le calme et la sérénité, en principe. Car un homme installé à proximité est parvenu à y semer le trouble. Un artisan dépourvu selon nos victimes de toute compétence et du moindre scrupule. Nous avons rencontré plusieurs de ses clients malchanceux. Voici leur histoire. Au numéro 289 du domaine habite Valérie. Elle a fait appel au service de notre artisan au mois d'août dernier pour la rénovation d'un abri de jardin. Alors ça, c'est le cabanon qui est à l'origine de mes soucis avec cet artisan, puisque c'est ce cabanon-là que je voulais faire rénover un peu, à savoir refaire une toiture, l'agrandir pour venir jusqu'à cette dalle, pour avoir une place supplémentaire. Tout commence un beau matin devant le camion boutique de l'une des boulangeries de la région. Valérie y achète sa baguette comme d'habitude. Elle est ce jour-là en plein travaux et porte une tenue de circonstance, un détail qui n'aurait pas échappé à la boulangère. Elle m'a demandé où ça en était, si ça avançait, si ça allait, etc. Je lui ai dit simplement que des fois j'étais un peu découragée et que j'avais trouvé personne pour faire ma toiture de cabanon, qui est en très mauvais état. Le soir même, quelqu'un est venu frapper à la porte en disant « Bonjour, je me présente, je suis artisan, que puis-je faire pour vous? Vous avez un problème avec votre toiture de cabanon, je crois, etc. etc. » Donc très gentil, charmant, courtois, correct. Cet artisan n'est autre que le compagnon de la boulangère. Sa visite au domicile de Valérie ne doit donc rien au hasard. L'homme est aimable, il semble professionnel. Le marché est rapidement conclu. Il m'a fait un devis sur place et m'a réclamé un acompte de 400 € pour acheter le matériel. Les travaux doivent débuter au mois d'octobre. Dans l'intervalle, Valérie fait une rencontre. On va acheter notre pain comme d'habitude. Je rencontre mon voisin qui reste après le départ du camion et qui me dit « Faites attention, on m'a dit que sa voiture était devant chez vous. C'est un escroc. Il a déjà arnaqué plusieurs personnes. Il y a des plaintes contre lui. » Ça m'a un peu travaillé cette histoire et j'ai quand même eu des doutes. Et donc j'ai vu la boulangère et je lui ai dit « Écoutez, bonjour, la personne que vous m'avez envoyée, j'ai pas entendu des bonnes choses sur elle. »
Et là, la boulangère s'est mise à pleurer à chaudes larmes. Mon Dieu, on n'est pas des escrocs quand même, les gens sont méchants, on va être obligé de déménager, etc., etc. Pourtant, le voisin n'a pas menti. L'artisan a encaissé le chèque dès le lendemain, mais il n'a jamais remis les pieds sur le chantier. Valérie a déposé plainte pour escroquerie. Elle a décidé de se battre pour faire valoir ses droits, et elle n'est pas la seule. Au numéro 116 du domaine, le chalet de Jacotte, la nouvelle amie de Valérie. La soixantaine explosive, Jacotte est une retraitée survitaminée qui ne lâche jamais le morceau. Enfin presque. Aux yeux de tous, Jacotte, c'est un peu la mamie cool du domaine. Et pourtant, Jacotte l'indomptable est elle aussi tombée dans le panneau. Elle a fait appel au service de notre artisan pour le montage d'un carport. Aujourd'hui, elle s'en mord les doigts. Faut qu'il prenne des cours. Faut qu'il aille faire un apprentissage. Faut qu'il aille à l'école. Il a travaillé comme un cochon. La toiture est mal faite. Il manque des chevrons. C'était quelque chose qui avait été acheté en kit. Il n'a pas été capable de tout mettre. Sur l'ensemble du kit, tout a été monté de travers et le toit à l'envers. Si le voisin n'avait pas été là pour dire que ça se mettait de l'autre côté, tout était monté à l'envers. Je devais avoir une gouttière de mise devant, parce que quand il pleut, je m'embourbe. La voiture, elle ne rentre pas, je ne peux pas la mettre. Tarif de cette remarquable prestation, 400 € payés comptant et en espèces malheureusement. Dans ces conditions, Jacotte risque fort de ne jamais revoir son argent, d'autant qu'elle n'a conservé aucun justificatif de l'intervention. Dans un instant, vous allez découvrir d'autres victimes. Leur préjudice est hélas bien plus important, jusqu'à 3 000 €. Auparavant, retour à la rédaction de Sans aucun doute. À ce stade de notre enquête, nous découvrons une information capitale. Un jugement rendu le 18 mai dernier interdit à notre homme de gérer, d'administrer et de diriger toute entreprise pour une durée de 6 ans. Lorsqu'il est intervenu chez nos victimes, il était déjà sous le coup de cette interdiction. A-t-il dès lors agi en toute illégalité? Nous interrogeons notre avocat spécialiste, Maître Gérard Michel, à ce sujet. Est-ce qu'il est en mesure de percevoir de l'argent et d'exercer l'activité d'artisan? Dès qu'il exerce une activité commerciale ou artisanale, il est en violation d'une interdiction professionnelle, c'est un délit, et il peut être puni de peine extrêmement sévère parce que les tribunaux détestent qu'on passe outre à des interdictions prononcées par des jugements. Donc là, il faut le mettre devant ses responsabilités. Non seulement faut qu'il rembourse nos victimes, mais il faut qu'il arrête. Il n'a pas le droit de continuer à être artisan. Retour au domaine. Au numéro 141, vous êtes chez Georges, un authentique Parisien qui dispose ici d'une résidence secondaire, étroitement surveillée par une brigade un peu particulière. Un havre de paix où il passe le plus clair de son temps. Moi, Parisien, c'est mon paradis ici. D'abord, vous voyez tous les fleurs qu'il y a, il y en a partout. L'été dernier, sur les conseils de notre artisan, Georges lui confie la réfection de sa cheminée et de la toiture. Mais en le voyant à l'œuvre, il déchante rapidement. Il a bossé comme un gougnafier, c'est son mot, un gougnafier. Pour moi, c'est un gougnafier. C'est pas un gars de métier, c'est pas un gars ni me mettre ni rien. Il a mis ça au pif. À ce point-là? À ce point-là. Et puis il venait toujours à la midi, il restait une demi-heure, il mettait 2-3 bouts de bois, puis hop, il repartait. Et vous le voyez plus de la journée, 2 jours après, 3 jours après, 5 jours après. Georges a pris quelques photos qui témoignent de l'ampleur des dégâts après le passage de l'artisan. Il a tenu à nous les commenter. Voilà, il m'a fait dépasser sur ce côté-là, devant la maison. Vous voyez, ces petites baguettes de rien qui avaient des petits clous. Ça ne peut pas tenir. Au moindre vent, il me soulevait ça, et puis il m'a arraché toute ma toiture. Alors il mettait ça en même pas une demi-heure, hop, il clouait des petits clous, il mettait ça, il repartait. Voilà le travail d'un professionnel. Coût de la plaisanterie pour Georges, 1 500 €. Au numéro 315, chez Jean et Annette, même combat. Cette fois, notre artisan s'est essayé à la plomberie. Le tuyau d'approvisionnement d'eau général est trop petit, c'est du 12 mm. Il faudrait au moins du 16, sans ça vous n'aurez jamais d'eau dans votre baignoire. Vous allez faire couler la baignoire 2 heures avant de vous en servir. Et tenez-vous bien, voici la surprise du chef, le luxe ultime. Dans ce WC, il nous avait amené eau chaude, eau froide, pour la cuvette. Bon, c'est bien. Là encore, l'addition est salée. Ce couple a versé 1 415 € d'acompte pour un résultat nul et à refaire.
À quelques encablures, chez Evelyne et Bernard, les Bretons du numéro 67, ce n'est guère mieux. C'est à la salle de bain après intervention, oui. Après quelques jours, parce que il a tout redéfait. là, il est passé carrément à travers le mur. Qui atterrit dans la cuisine, d'ailleurs. Quand j'ai vu les trous dans la salle de bain, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Ou il est malade, ou je ne sais pas. Ou il a... je ne sais pas. Et donc, en rentrant dans la cuisine, effectivement, quand j'ai ouvert mes éléments de cuisine, je me suis aperçu que tout m'est dégringolé dessus. Donc, il fallait quand même y aller vraiment très, très fort pour pouvoir enlever les carreaux de céramique de la salle de bain. Encore 900 € d'acompte jetés par les fenêtres. À l'exception de Jacotte, toutes nos victimes ont donc payé par chèque les demandes d'acompte. L'artisan n'a mené à terme aucun de ses chantiers. Il n'a pas respecté le moindre de ses engagements. Il m'a fait un papier qui commençait à me donner 150 € de compensation par jour de retard. Et il n'a jamais rien fait. Il s'est engagé à vous verser 150 Oui, voilà, € signé, par lui, jour. voilà. Voilà le papier, monsieur. Il a pris un engagement très précis, puisqu'il a pris l'engagement de nous rendre les 900 €. Et on en est où aujourd'hui? Et bien, on en est nous, aucun remboursement. Pire encore, en se procurant la copie du chèque qu'ils lui ont remis, plusieurs de nos témoins ont découvert qu'ils auraient été encaissés sur le compte de sa compagne, puisque selon eux, c'est la signature de cette dernière qui figurerait au dos des formules. Ne reculant devant rien, notre artisan aurait même sévi au château du village. Le châtelain étant discret par nature, il n'a pas souhaité répondre à nos questions. Nous quittons le Loiret, direction la région parisienne. Sur la route, nous contactons le plombier qui est intervenu chez Jean et Annette après le passage de l'artisan. Il connaît très bien notre homme. Il a dit qu'il était capable de faire des travaux de plomberie et il n'a aucune compétence pour ça selon vous. Ah bah non, il n'a pas de compétence. De toute façon, il a sûrement pas... Déjà, en fait, il faut avoir un CAP et quelque chose pour faire ce genre de... Et lui, il n'a aucune qualification. Lui, il n'a aucune qualification, ce homme-là. Comment vous le savez? Bah parce que, vous savez, entre artisans, on se parle. Je sais qu'il a quand même de nombreuses plaintes sur lui, cet homme-là. Pour moi, c'est un voleur, de toute façon. Hein. Moi, ce genre de personnes, de toute façon, je les aime pas, là. Plus surprenant encore, ce plombier serait intervenu chez notre artisan lui-même. C'est-à-dire que ce monsieur qui se dit plombier, il vous a fait travailler chez lui? Oui. C'est un peu étonnant pour un plombier, non? Bah oui. Dernière étape de notre périple, le domicile d'Huguette et Pierre. Ils disposent d'une maison de vacances au domaine et ils ont eu affaire à notre artisan. Ils ont payé 3 500 € pour des travaux d'isolation exécutés en dépit du bon sens. Après avoir déposé plainte, ils auraient été la cible de menaces. À plusieurs reprises, il m'a lancé des injures, il m'a traité de salope, de vieille peau, qu'il espérait que je crève de mon cancer. Il n'a même pas peur de l'injustice, il est hors la loi, hein, en tout. Il n'a pas peur de rien du tout, il se met... lui, la justice, il s'assoit dessus, il n'est pas solvable. Alors, il peut entuber tout le monde comme il veut, il n'est pas solvable. Mais l'argent va bien quelque part, hein. Nous disposons de sérieux arguments à opposer à cet individu. Mais allons-nous retrouver sa trace? S'il a déménagé, 2 de nos témoins croient savoir où il réside. À la nuit tombée, à bord de leur voiture, Jacotte et Valérie ont parcouru les ruelles de tous les villages environnants. Elles auraient reconnu son véhicule garé devant une maison et en ont déduit qu'il habitait là. Là, enfin, c'est sûr que c'est ça. Oui, tu vois. Une première piste pour notre équipe qui va nous permettre d'aller plus loin dans notre enquête. Voilà en ce qui concerne l'enquête de notre journaliste Timothée Vienne. Restez avec nous parce que dans quelques instants, vous allez voir comment notre journaliste Timothée Vienne a tendu un piège à ce monsieur et il ne pourra plus nous mentir par la suite car, évidemment, grâce à la méthode employée par Timothée, il va nous dévoiler sa vie, son travail, sa richesse. C'est incroyable tout ce que vous allez entendre dans ce document et ça se passera dans quelques instants. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, vous devez vous dire comment on a pu faire appel à ce monsieur, non? Oui, mais c'est un manipulateur et tout le monde pourrait se faire duper. Il a une telle façon de vous enrober qu'on ne peut faire que ça. Très important, Maître Michel, nous sommes donc bien d'accord. Il y a eu cette interdiction que vous allez maintenant nous détailler, qui est quand même, il faut le dire, assez rarissime. Quand un juge prend une décision comme ça, c'est qu'il estime vraiment que la situation est grave. C'est
il est relativement habituel qu'un tribunal de commerce interdise de diriger une société, parce qu'on estime qu'une personne n'est pas faite pour être à la tête d'une société importante. Là, le tribunal de commerce, à la demande du procureur de la République, a été beaucoup plus loin, puisque depuis le 18 mai, ce monsieur n'a pas le droit d'avoir une activité artisanale ou commerciale, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire, il a le droit d'être salarié. Est-ce que c'était le cas au moment où il a fait les travaux chez les uns et les autres? Oui, pour la plupart, c'est le cas. Et donc, comme ce jugement est de l'application immédiate, même s'il fait appel, c'est un délit de violation d'une interdiction professionnelle. C'est puni de peine allant jusqu'à 5 ans de prison. S'il y a une chose que les tribunaux détestent, c'est qu'on ne respecte pas les interdictions judiciaires. Maître Fellonneau. Il faut dire quand même que ce monsieur est un personnage qui n'a peur de rien, parce qu'on peut très bien faire de mauvaises affaires, faire des erreurs de gestion, par ignorance, je ne sais pas. Mais là, il ne paye pas ses impôts sur le revenu. Il ne paye pas sa taxe professionnelle. Il ne paye pas l'URSSAF. Il ne paye pas ses cotisations. Donc là, ce n'est pas de la négligence. C'est volontairement qu'il se met hors la loi. Et donc, avec ses clients, il prend les acomptes. Et il s'en va dans la nature. C'est dans le droit fil de sa personne qui est décrite là par le tribunal. Alors, afin de rencontrer ce monsieur, afin de vérifier ce que nous disent nos amis, nous avons essayé de nous rapprocher de lui par l'intermédiaire de Timothée Vienne, qui a monté un stratagème pour savoir si ce monsieur continuait à exercer ou pas. Vous allez découvrir tout cela tout de suite grâce à cette caméra cachée. Timothée Vienne pour Sans aucun doute. Seconde étape de notre enquête. Notre homme exerce-t-il toujours malgré l'interdiction dont il est frappé, malgré son évidente incompétence? Est-il susceptible de faire de nouvelles victimes? Surtout, est-il réellement insolvable? Pour le savoir, nous allons tenter de le piéger. Au téléphone, je vais me faire passer pour un client potentiel et lui proposer d'effectuer des travaux. Vous allez voir qu'il ne tarde pas à mordre à l'hameçon. J'ai trouvé un prospectus que vous aviez distribué dans ma boîte aux lettres. Vous êtes toujours artisan? Oui, tout à fait. J'en avais mis dans pas mal de magasins. J'ai des travaux à faire dans la maison de mon grand-père. Il faudrait redresser un mur et puis poser un insert dans une cheminée. Oui. D'accord. Est-ce qu'il vous paraît possible de venir lundi à 15h? Oui, bien sûr. Vous habitez où? Rendez-vous est pris le lundi suivant. C'est déjà la preuve que l'homme exerce toujours, reste à le confondre. Pour cela, voici notre dispositif. Donc l'entrée de la maison est juste là. On a un grand meuble assez haut, on va mettre une caméra juste au-dessus. Une autre à côté de la lampe sur la commode, au fond de la pièce. Et tu peux en mettre une aussi. Tu peux mettre une autre caméra ici. 3 jours plus tard, il est 11h30. Notre équipe investit les lieux et procède à l'installation du matériel. 3 caméras dissimulées dans la pièce principale d'un pavillon prêté pour l'occasion vont nous permettre d'enregistrer toute la scène. Il faut faire vite, car l'homme peut arriver d'une minute à l'autre. À midi pétant, il frappe à la porte. Nous lui indiquons les travaux que nous souhaitons réaliser. Recouvrir un superbe mur à colombage à l'aide de planches de placoplâtre et y poser des étagères. Il faudrait là mettre des étagères comme ça. Ouais. Sur, je sais pas, sur 1 mètre là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut tenir sur... Sur le placo? Ouais. Ah ben on peut faire ce que vous voulez. En quoi? En chaîne ou en mélaminé? Ah non, plutôt du bois, pour respecter l'atmosphère du truc. En bois, il n'y a pas d'argent. Fixer des étagères en chaîne massif sur du placoplâtre. Le dernier des bricoleurs n'aurait pas commis une telle erreur, mais pour cet as de la menuiserie, aucun problème. Nous passons ensuite à la cheminée. Là, on m'a parlé d'un insert. Mettre un insert ici. Ouais. Ça se passe comment, ça? Ça vous faites aussi? Ouais, je peux le faire. Ouais, vous pouvez me faire un petit devis? Ah oui, Nous allons profiter de la rédaction du devis pour tenter d'en savoir plus sur le patrimoine de cet homme qui se dit insolvable. En confiance, il va nous révéler qu'il est propriétaire d'une maison dans la région et donner quelques détails très intéressants. Vous pourrez les faire assez vite, les travaux, vous pensez? Vous avez beaucoup de boulot en ce moment? Ouais, du boulot, mais enfin, ça, j'habite à côté. Puis là, j'ai racheté une fermette un peu plus loin, donc j'étais à puis là, j'habite un peu plus loin. Ah, vous avez acheté une ferme là dans la région? Ah, d'accord. Donc il y avait une poudre qui était... Donc j'étais en train de racheter une. C'est cher dans la région ou pas? Nous, on l'a touché avec les frais de notaire, 140 000. 140 000 euros? Ouais, avec les frais de notaire. Ouais, vous avez une belle maison là. On a 140 000 euros dans la région. 160 mètres carrés habitables et 1000 mètres carrés de terrain. Ah ouais. Ouais, mais vous avez acheté à 2 aussi, parce que 140, vous êtes 2, vous êtes avec votre femme. Ah, au niveau... Ouais, moi j'ai acheté, j'ai payé content. Ouais. À l'entendre, ses affaires marchent donc très bien. Il nous le confirme quelques instants plus tard. C'est vrai, moi je suis en région parisienne, mais les gens comme vous, ils sont débordés à Paris. Je sais pas comment c'est ici, mais... Si je veux, je travaille de 6h du matin jusqu'à 10h tous les soirs. Ah ouais, donc vous arrêtez pas, quoi. Non, on n'arrête pas, on va pas se plaindre. Non. Mais notre homme n'est pas seulement un excellent businessman, c'est aussi un profond humaniste. Ouvrez grand vos oreilles, voici quelques répliques bientôt cultes. J'ai beaucoup de personnes âgées.
Donc en plus de faire les travaux, je m'occupe. Ah, vous, ouais. C'est-à-dire. Il y a beaucoup. J'ai beaucoup de gens qui peuvent pas bouger, qui peuvent pas. Donc ils font appel à vous pour faire les travaux. Pour faire les travaux, même pour les emmener faire des courses. Enfin, j'ai un peu l'assistante sociale des fois. Enfin, ça c'est. C'est sympa de votre part parce que tout le monde fait pas ça. Hein. Je veux dire, j'ai des clients, j'ai d'excellents clients. Donc. Des gens qui vous sont fidèles et. Ah, j'ai un monsieur, en 3 ans que je le connais, je sais pas, je dois être à 30 ou 35 000 euros de travaux. D'accord. Donc, quand il faut lui rendre service. Ouais, vous êtes là, quoi. Ah, la question se pose même pas. Mais il n'en oublie pas le nerf de la guerre. C'est l'heure pour nous de passer à la caisse, facturer et empocher l'argent, il sait faire. La preuve. La totalité, il y en a pour 2 900 euros. 2 900 euros? Le tout. Pour la cheminée Et pour ça. D'accord, ok. Donc avec le matériel, avec la main-d'œuvre. Comment ça se passe pour les. Le paiement? Ouais. 50-50. C'est-à-dire? 50 au commencement, 50 à la fin. D'accord. Il y a beaucoup de. Là, j'ai 50% déjà. Donc faut que je vous verse. 1450. Je suis tout seul, je prends pas des tarifs. Ouais, bah oui, c'est pour ça. Moi, du moment que je m'en sorte, il y a de quoi manger. Puis le reste. De bien manger. Et dans ces conditions, il y a de quoi remplir le réfrigérateur durant plusieurs mois. Pour éviter de le régler, nous prétextons avoir oublié notre chéquier et proposons de lui verser la compte lors d'un prochain rendez-vous au même endroit. Ce qu'il ignore, c'est que nous serons ce jour-là en duplex avec Julien Courbet pour l'enregistrement de Sans aucun doute. Nous sommes donc impatients de le retrouver. Est-ce que ça vous va si on se revoit jeudi? Bien sûr. Merci beaucoup, monsieur. Pas de quoi. Jeudi midi. Allez, ça marche. Au revoir. Au revoir, monsieur. Vous êtes garé où? Ah non. Ah, sympa. Ça marche bien, ça? Ça consomme ça. Ah ouais? Ouais. Enfin, c'est quand même des gros achats. Ouais. Combien vous l'avez payé, celui-là? Enfin, pas cher. Mais c'est une. 22 ou 23 000 euros. C'est un 2,5 litres. Et 170 chevaux. Boîte auto, cuir, GPS et tout. À jeudi. Au revoir, monsieur. Applaudissements pour Timothée Vienne. Car grâce à ce stratagème, ce monsieur aura beaucoup de mal à nous dire qu'il est insolvable, puisque durant cette conversation, nous apprenons qu'il a acheté une maison cash, comptant dans les 100 000 euros à peu près, 140 000 euros. Il y a un superbe 4x4 qui est garé devant, mais qui consomme beaucoup, d'après ce monsieur, car c'est un 2 litres, je ne sais combien. C'est pour ça qu'il a plus d'argent. Voilà. Il met tout dans l'essence. Qu'il a des contrats qui le font travailler de 6h du matin à 22h le soir et que certains clients ont même 35 000 euros de travaux chez eux. Maître Michel. Oui, on s'aperçoit également qu'il a réussi à faire une infraction supplémentaire, mais il a le catalogue complet, c'est du travail dissimulé. Parce que comme il ne peut pas être inscrit au registre du commerce, il ne peut pas en réalité faire de vrais devis, de vraies factures. Et donc, il ne déclare rien, il ne peut pas tenir de comptabilité. Il n'a pas le droit d'être artisan ou commerçant. Donc en plus, c'est du travail, on appelle ça dissimulé en droit, au noir, en langage populaire. Et même si nous ne pouvons pas le prouver pour l'instant, il y a de fortes chances en plus que pour ne pas être inquiété, les chèques soient encaissés sur un autre compte qui pourrait être celui de son épouse, ce qui est une infraction supplémentaire. Les preuves accumulées contre ce pseudo-artisan sont accablantes. Notre équipe est sur place. Elle se prépare à la venue très attendue de ce monsieur. La liaison avec notre journaliste est à peine établie que notre homme se présente, ponctuel, à la porte. Écoutez, il frappe Julien à l'instant. Donc, je vais inviter mon cadreur à aller se cacher. Et je vous reprends tout de suite puisque je suis sur une ligne fixe. Ne quittez pas. Bonjour. Ah, c'est arrivé. Vous allez bien? Ah, ça va. Je veux dire, dans le boulot, je viens de me monter une... Entrez, je vous en prie. Philippe. Bon, monsieur, installez-vous, je vous en prie. C'est l'heure pour nous de tomber le masque. Dans un instant, nous allons révéler qui nous sommes à cet artisan. Nous allons lui proposer de s'expliquer au téléphone avec Julien Courbet. Va-t-il accepter de parler ou bien va-t-il s'enfuir sans état d'âme? Voici la réponse. Voilà, écoutez, j'ai quelque chose à vous dire en fait, puisque je ne suis pas du tout Monsieur Lafortune. Vous êtes qui? Je vous ai dit que j'étais Monsieur Lafortune. En réalité, je suis journaliste. Ouais. Je travaille pour l'émission de Julien Courbet. Ouais. On a été contacté par un certain nombre de personnes, d'anciens clients, qui ont eu affaire à vous et qui visiblement ont rencontré quelques problèmes. J'ai Julien Courbet en ligne. Est-ce que vous acceptez de lui parler? Non. Pourquoi, monsieur? Parce que je m'en vais.
Ah bah non, restez là, monsieur. Attendez. Non, restez là, monsieur. Attendez, il y a 10 personnes qui nous ont... Non, monsieur. Faites attention. Monsieur. Monsieur, vous... non. Faites attention. Monsieur, vous n'allez pas sortir comme ça. Il y a 10 personnes qui nous ont contactés. Faites attention. Non, mais il y a un monsieur qui est là, qui surveille tout ce qui se passe. Bah, il surveille ce qui se passe. Non, monsieur. Vous me laissez sortir. Je suis désolée. C'est un abus de pouvoir. Non, c'est pas un abus de pouvoir. Et monsieur, attendez, vous avez l'interdiction d'exercer. On vous a piégé, vous avez montré que vous exerciez, que vous continuez à encaisser de l'argent. Vous vous dites insolvable, monsieur, et vous m'avez reconnu, vous avez avoué que vous aviez acheté une maison 140 000 €, monsieur. Donc on va vous suivre. Et vous avez dit exactement le contraire. Allô, Julien, il faut me basculer sur le portable, je vais être obligé de le suivre, je prends le relais avec le portable. Allô? 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 Notre homme préfère prendre la fuite, mais nous n'avons pas l'intention de le laisser faire. Allez, on y va, la voiture, là! On va le suivre en voiture, Julien. Allez, monte, Philippe, à l'arrière. Vite, tourne. Voilà, écoutez, on est dans la voiture. C'est un petit peu la panique, je vous laisse le deviner. On va le suivre parce qu'il est évidemment hors de question qu'il ne réponde pas de ses agissements. Sur des routes départementales qu'il connaît comme sa poche, notre adversaire file à toute allure. Vas-y, c'est bon, tu peux y aller. Ouais, c'est bon. Peu à peu, nous perdons le contact visuel avec son véhicule. Je vous entends parfaitement, Julien. On est toujours en voiture. À l'allure où roule ce monsieur à plus de 160 km/h, c'est évidemment impossible pour nous de le suivre sans prendre des risques. Donc on a laissé tomber cette course-poursuite. Nous devons impérativement retrouver la trace de cet individu. Nous changeons donc notre fusil d'épaule. Mais a priori, il doit être chez lui, donc on va essayer d'aller chez lui. Qu'est-ce qu'on fait? On tourne? Au téléphone, nous contactons notre équipe à Paris pour faire le point sur la situation. D'un commun accord, nous décidons de nous rendre au domicile de cet individu. Il habiterait une vieille bâtisse dans un hameau reculé en pleine campagne, qui ne figure sur aucune de nos cartes. Nous décidons donc d'interroger les gens du coin. Ça vous dit rien? Par ici, ça me dit rien. Bonjour. Excusez-nous de vous déranger. On cherche un lieu-dit qui s'appelle les... Vous connaissez pas? Ah, pas du tout, non. Mais ils ne sont hélas pas mieux renseignés. Nous n'avons d'autre choix que de reprendre la route sans savoir exactement quelle direction prendre. Un peu plus tard, la chance va pourtant nous sourire. Il est 14 h, le téléphone sonne. Devinez qui est en ligne? Notre homme. Allô? Je vous écoute, monsieur. Après quelques minutes de conversation, contre toute attente, il nous propose un rendez-vous à une condition. La force de monsieur, oui, je sais pas comment. Vous pouvez me dire à quelle heure? À 15 h. 15 h chez moi. Sans caméra. Ça se passe pas comme ça. Franchement, vous me dites de venir sans caméra. Moi, je suis journaliste, je travaille pas sans caméra. C'est clair. Je travaille pas pour discuter, je suis pas assistante sociale. Je suis journaliste, donc je veux des informations, je veux des propos clairs et une attitude claire. Je suis pas là pour vous écouter parler, monsieur. Je m'en fous. Je suis là pour vous donner la parole. Et vous donner la parole, ça veut dire que vous acceptez de vous exprimer et d'assumer vos responsabilités, ou au moins de vous justifier. Vous venez chez moi à 15 h. Non, mais attendez, monsieur. Caméra, si vous voulez. Ah, donc on vient avec notre caméra à 15 h. Votre caméra, si vous voulez, à 15 h. Ok, et ben on se retrouve à 15 h. Ça marche. À 15 h chez moi. Ok, très bien. Au téléphone, il nous indique l'emplacement exact de sa maison et le chemin qu'il faut emprunter pour s'y rendre. Nous reprenons la route aussitôt. Allez, on y va. Vas-y, pose ta cam. Ouais, tu la gardes en bandoulière. Hein. La suite, dans un instant. Nous étions à l'instant à la poursuite de l'artisan, mais il y avait un risque d'accident. Nous l'avons donc laissé filer. À notre grande surprise, l'homme a rappelé notre journaliste pour l'inviter chez lui à s'expliquer. Voici la suite de notre enquête. N'ayez pas peur, je tiens pas bien. Dans des conditions plus saines que ce matin, je préfère. La scène est pour le moins surprenante. Celui que nous avons poursuivi toute la matinée nous invite maintenant à s'installer à sa table. Nous entrons immédiatement dans le vif du sujet. Je vais vous montrer quelque chose quand même depuis que je suis avec. Hein, ça c'est pour la tension. Ça c'est pour dormir. Ça c'est tranquillisant. Depuis que je suis avec. Hein, ça fait 2 ans.
Ça, j'en bouffe 4 tous les matins. Eh ben, je vais vous dire quelque chose. Monsieur... On va y aller à la télé, et puis on va... Monsieur, vous faites... Écoutez-moi. Je vais vous dire quelque chose. On a une émission qui est en train de s'enregistrer, de se préparer en ce moment. On a des gens qui sont sur le plateau qui vous reprochent un certain nombre de choses. On a des éléments dans ce dossier. Vous en avez d'autres? Oui, tout à fait. Mais parlez, monsieur, sincèrement. Mais je vais remuer la merde, je vous préviens. Moi, ce que je vous propose, allons prendre un téléphone ou allons même là-bas à Paris, je viens avec vous. Non, mais on prend le téléphone si vous voulez. Alors, vous avez un téléphone? Ben, ça passe là-dessus, apparemment. Alors. Oui, je pense, on arrive. Sans attendre, nous contactons le centre des appels téléphoniques de Sans aucun doute. Julien Courbet, nos spécialistes et nos victimes sont en ligne. Allô? Allô? Alors attendez Julien, ne quittez pas, on est sorti à l'extérieur avec monsieur qui accepte de vous parler. Je vais vous le passer tout de suite. Allô, bonjour monsieur. Merci, c'est très sympathique de votre part de nous parler. Allez-y, bon, j'écoute. voilà, donc dans le but de l'émission, moi je suis pas là pour vous embêter monsieur, je suis là pour essayer d'aider les gens qui sont autour de moi. Valérie, Huguette, Annette, Jean, Georges et Jacotte. Aujourd'hui monsieur, vous avez fait des travaux chez ces gens-là. Oui. Ils vous ont donné de l'argent, pour certains vous n'êtes jamais revenus, pour d'autres ça n'a pas été très bien fait. Oui. Voilà, donc aujourd'hui qu'est-ce que vous comptez faire pour ces gens-là? Eh bien, de les rencontrer avec vous, comme ça on pourra s'expliquer de vive voix. Pourquoi? Qu'est-ce que vous leur reprochez? Ah ben, on va s'expliquer un par un. Et puis, moi j'ai fait une liste de noms de gens qui travaillent au black chez tous ces gens-là. Puis j'ai donné des noms. Vous voulez remuer la merde, ben on va remuer la merde. Mais Ça, monsieur, vous avez... Je suis d'accord avec vous, mais monsieur, c'est pas parce que les autres font des bêtises que vous devez vous exonérer des vôtres. Ah, mais monsieur Courbet, je ne m'exonère pas de mes bêtises. Où il y a erreur, il y a erreur. Il y a certains chantiers où soit il y a erreur, je reconnaîtrai mes erreurs. Je suis pas parfait. Alors. Il y a des chantiers où je n'ai pas d'erreur, je n'ai rien à me reprocher. D'accord. Maintenant, je veux que ces gens de vive voix, entre vous et moi, ou monsieur Veil, s'expliquent, et on va s'expliquer. Mais on va commencer par vous. Ah ben on va commencer par moi, puis on va continuer par les autres. Mais la merde, on va la remuer. Alors, commençons par vous et puis on va faire les autres merdes après, merde par merde. Alors, en ce qui vous concerne, monsieur, est-ce qu'il est vrai que vous avez une interdiction d'exercer? Tout à fait. Bien. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que vous continuez à exercer? Je n'exerce plus, là, ça fait 2-3 mois, je travaille plus. Non, monsieur, hier, notre journaliste, vous l'avez reçu dans sa maison pour lui refaire la cheminée, les placards et tout ça. Ah oui, monsieur, je n'ai pas pris d'acompte, je n'ai pas mis de RC sur mon devis. D'accord. Mais vous avez été filmé, monsieur, donc de toute façon, il n'y a pas besoin d'avoir d'acompte. Maintenant, c'est des chèques emploi-service. D'accord. Je ne prends rien d'autre. Mais vous avez quand même un jugement et vous avez hier, un an, vous avez quand même hier accepté un chantier. Deuxième chose, monsieur, est-ce qu'il est vrai que vous avez dit... Attendez, monsieur, vous voulez qu'on remue la merde, laissez-moi la remuer. Vous avez dit à notre journaliste que vous aviez acheté cash une maison. Oui, c'est ma belle-mère qui l'a payé. C'est votre belle-mère qui l'a payé. Donc ça, si on remue un peu comme vous dites, on va pouvoir voir que c'est votre belle-mère qui l'a payé. Elle est au nom de votre belle-mère. Elle a donné 75 000 euros Super. il y a 2 ans. Troisième point, est-ce qu'il est vrai que votre femme a encaissé des chèques de clients? J'ai pas de compte, je suis interdit bancaire. Pardon? Tout à fait, j'ai pas de compte, je suis interdit bancaire. Est-ce qu'elle les a déclarés à l'URSSAF, aux impôts et tout ça? Quel titre elle les a encaissés? Elle a une société? Non, on n'a pas de société. Bon, on est bien d'accord pour dire qu'on est dans la fraude fiscale, là. On est dans la merde. Hein? Si le fisc, là, il apprend que votre femme, elle encaisse des chèques d'une société sans les... Parce que quand on reçoit de l'argent sur son compte, monsieur, il faut le dire au fisc. Parce qu'il veut se servir un petit peu au passage, et l'URSSAF aussi pour pas que ça soit du travail déguisé. Est-ce que vous avez expliqué à tous ces gens-là que parce que vous étiez en interdit bancaire, c'était votre femme qui encaissait les sous? Mais tous ces gens-là le savaient parfaitement, maintenant ils nient, mais tous ces gens-là... Non, pas ces gens-là, pas les gens qui sont autour de la table, je parle du fisc et de l'URSSAF, que vous avez fraudé. Mais tout ça va être régularisé, il n'y a pas bon, de... alors, simple, là. maintenant, point par point, rappelez-moi votre prénom, madame. Valérie. Valérie, vous, il est venu, il a rien fait? Il a jamais fait ma toiture de cabanon comme c'était prévu. Non mais attendez, c'est 400 euros, c'est prévu d'être fait quand César m'a été coupé, elle m'a jamais rappelé. De toute façon, ces gens sont mis d'accord pour me plomber. Donc ils vont me plomber, puis c'est tout, ils vont voir ce qu'ils veulent. Bon, alors, maintenant, vous, madame, rappelez-moi votre prénom. Huguette. Huguette, vous voyez qui c'est? Est-ce que vous avez insulté Huguette, monsieur? Qui c'est Huguette? Cousin. Cousin. Non mais, monsieur Courbet, avec tout le respect que je vous dois, je veux bien parler de toutes les personnes. Madame Cousin, c'est un cas à part. Donc Madame Cousin, je veux pas... Alors, je Madame Cousin, il y a eu tout avec Madame Cousin, elle a tout avec tout le monde. Donc Madame Cousin, c'est un cas à part. Maître Michel. Monsieur, moi je vais vous mettre devant vos responsabilités. Hein. On va sortir les grossièretés avec lesquelles vous vous exprimez à l'égard de vos clientes. Et je vais vous dire plusieurs choses. D'abord, je suis Maître Michel, je suis un des avocats de l'émission. 1. Vous avez une interdiction d'avoir une activité artisanale depuis le 18 mai 2006. Vous êtes en violation de cette interdiction, vous risquez des peines de prison.
2, vous faites remettre de l'argent par des clients alors que vous n'avez aucune intention de faire les travaux et vous ne revenez pas. Ça, c'est pas vrai, monsieur. Si, monsieur, ça s'appelle de l'escroquerie. 3, J'ai jamais refusé de faire les travaux chez les clients. 3, vous faites du démarchage, monsieur, et vous demandez un acompte dès que vous arrivez. 4, monsieur, vous vous rendez chez les gens alors que vous n'êtes pas inscrit au registre du commerce, que vous ne payez pas de TVA, vous n'êtes pas déclaré à l'URSSAF, vous faites encaisser les chèques par votre femme. Alors je vais vous dire quelque chose. Le procureur de la République, qui est devant le tribunal de commerce, avait demandé que vous soyez interdit de gérer une entreprise artisanale. S'il apprend ça demain matin, monsieur, vous allez coucher à la prison. Parce que s'il y a une chose que les juges détestent, c'est qu'on passe outre à une interdiction. Ils ont considéré, et ils avaient raison, que vous êtes dangereux quand vous êtes commerçant ou artisan. Et vous recommencez, et vous le faites en faisant de la fraude. Bon, aujourd'hui, voilà, monsieur. Qu'est-ce que vous comptez faire pour tous ces gens? Ah ben, non, dites-moi... Alors, Valérie, 400 €. Qui c'est Valérie? Valérie, c'est le toit de la... Du cabanon. Du cabanon. Ah mais je suis prêt à faire le toit, j'ai jamais refusé de faire le toit. Vous n'avez pas le droit de faire le monsieur. toit. Vous me remboursez. Il y a rien qui m'en empêche. Arrêtez, je vous ai déjà demandé le remboursement de... Mais vous êtes de mauvaise foi, je vous ai réparé les gouttières, je vous ai même pas fait payer. Non, attendez, vous m'aviez dit que les gouttières... Attendez, laissez-moi parler aussi maintenant. Vous m'avez dit que les gouttières et l'anneau pour ma moto, c'était cadeau. Les gouttières, pour info, je vous ai déjà dit qu'elles fuyaient encore. Arrêtez de mentir un petit peu. Monsieur. Arrêtez, je vous écoute plus de toute façon. Vous êtes qu'un menteur. Monsieur. Monsieur Courbet, de toute façon, on va pas chercher les 14 heures, je suis en tort à 1000%. Voilà. Enfin, il a compris. On va pas... Bon, alors, moi, ce que je vous demande, monsieur, c'est clair, c'est de donner 400 € à Valérie, 3000 € à Huguette, 1500 à Annette, 1500 à Jean. Monsieur Courbet, moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse un échéancier. Oui. Hein, je demande notaire s'il faut. D'accord. Moi, je m'engage à verser telle somme. Bon, c'est parfait. Et puis, je demande la dette, et puis c'est tout. C'est pas la peine, de toute façon. Par contre, maintenant, j'aurai besoin de vos services, parce que tout ce qui est fait à Lyon, c'est fait au black. Donc, on va prendre... Je vais voir avec votre journaliste, je vais donner des noms, puis on va faire une autre enquête. Écoutez, monsieur, arrêtez vos menaces. On s'occupe d'abord de vous. Mais je fais pas de menaces. Mais si, monsieur, c'est exactement ça. Mais non, monsieur. Je pense que quand on est comme vous, avec un jugement comme vous, avec les pratiques que vous faites, associé à votre femme que vous impliquez là-dedans, vous feriez mieux de vous occuper aujourd'hui de finir votre problème, de désintéresser ces gens-là pour qu'ils arrêtent et qu'ils n'aient pas envie de déposer plainte contre vous. C'est la meilleure chose qui peut vous arriver, monsieur. On va passer devant un notaire ou devant un huissier qu'il faut. On va faire un règlement d'amiable et tous les mois, je vais verser une certaine somme. Alors je vais vous dire, il faut que la transaction, monsieur, soit faite avec votre compagne. Parce que vous n'êtes pas solvable, que tout a été mis à son nom. Monsieur, je vais vous dire, écoutez-moi. Ce que je propose, puisqu'on est quand même entre gens honnêtes, on va faire un chèque de caution du montant total à chaque personne en dépôt. On va pas s'amuser à faire de chèque en bois, de toute façon elle n'est pas interdit bancaire, ma femme. Donc on va faire un chèque du montant total à chaque personne. Et on va se débrouiller ou avec le 4x4 ou à faire un prêt à la banque et à rembourser ces gens. Je peux pas vous dire mieux. Parfait, ça c'est parfait, monsieur. Donc. Par contre, avec la parole des gens qui n'encaissent pas les chèques tant qu'on n'a pas l'argent. Non, monsieur. D'accord. Chacun le chèque de ce qu'on doit, c'est tout. D'accord. Bon, on va vous passer quelqu'un maintenant. La connexion avec notre plateau est interrompue. Notre interlocuteur s'est engagé à rembourser au plus tôt toutes ses victimes. Reste à le confirmer par écrit. Pour l'heure, rien n'est acquis, d'autant qu'il semble convaincu d'avoir agi en bon professionnel. De retour à l'intérieur, la conversation se poursuit. Maçonnerie, terrasse, carrelage, peinture, pose parquet, pose salle de bain, cuisine, plomberie. Vous savez faire tout ça, monsieur? Bah, regardez la cuisine, je pense qu'elle est bien posée. Non mais, enfin, sincèrement, j'ai des photos dans mon dossier, madame. Non, mais il y a les travaux La toiture, la plomberie. Attendez, vous avez raccordé, monsieur, de l'eau chaude et de l'eau froide. Passer les tuyaux. Sur des WC. C'est pas moi qui l'ai fait. C'est pas Mais attendez, il y a un huissier qui est venu expertiser, monsieur. Et vous avez posé des tasseaux de bois épais comme des allumettes pour supporter une toiture. En double épaisseur. Non, on remettait des planches. Vous avez saccagé toutes les bordures du toit en clouant avec des vis. Non, c'est sûr qu'on... Mais on a vu les photos, monsieur, on les a. Maintenant. La dernière fois, je vous ai fait venir dans la maison, là, où on a filmé tout cet entretien. Excusez-moi, c'est à mourir de rire. Vous étiez prêt à poser des plaques de BA13, des plaques de placo sur un mur en poutre à colombage, monsieur. Bah, alors là, les clients, ils veulent des absurdités. Bah, nous, on a tout retiré. Non, enfin, à un moment, je vais vous dire, il y avait des gens de votre âge. Non, mais à aucun... Et vous étiez prêt à visser des étagères en chêne massif? Non, pas en chêne, sur du placo. C'est trop cher. Mais vous m'avez proposé. Si je vous avais dit oui, vous auriez accepté.
Au terme d'une discussion particulièrement animée, notre homme et sa compagne se décident à coucher leur engagement sur le papier. Bon pour accord. Merci. Ça fera du bien. Merci madame. Au revoir. Au revoir. Une nouvelle fois, notre équipe a rempli sa mission. Nos témoins avaient un problème, nous avons trouvé la solution et nous allons leur annoncer tout de suite. Une dernière fois, nous établissons le contact avec le plateau, de sans aucun doute. Allô? Oui, je vous entends Julien, rebonjour. Oui, Timothée, alors, est-ce que vous avez avancé de votre côté? Absolument Julien, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer puisque je sors d'une petite réunion qui a duré plus d'1 heure avec ce monsieur et j'ai entre les mains, vous le voyez en ce moment à l'écran, un engagement écrit de sa part, signé de sa main et de celle de sa compagne, où il s'engage à rembourser chacune de nos victimes du montant de leur préjudice. Alors les sommes, on les rappelle. Valérie 400 €, Huguette 3000 €, Annette 1500 €, Jean 1500 €, Georges 1500 €, Jacques-Claude 400 €. Voilà, ça fait un total de 9 765 €. Il s'est engagé à rembourser toutes ces sommes sous 90 jours par tous les moyens possibles. Incroyable dénouement. Sans doute effrayé à l'idée de devoir encore rendre des comptes à la justice, notre homme accepte de rembourser ses victimes. Reste à voir s'il tiendra parole. 6 mois après leur venue, nos témoins sont de retour sur le plateau de Sans aucun doute. Voilà en ce qui concerne donc le reportage et ce qui s'était passé en plateau lors de l'enquête de Timothée Vienne. Ces 2 jeunes femmes sont encore avec nous ce soir et nous les applaudissons. Merci de vous être déplacés une nouvelle fois. Alors, nos téléspectateurs ont envie de savoir comment tout ceci s'est terminé. Avez-vous du nouveau ? Oui, effectivement, beaucoup de nouveaux. Cette personne est venue nous rembourser le 20 juillet. Donc c'est présenté chez chaque victime. Tout le monde presque tout le monde. On va dire qu'il y a encore une affaire en cours. Mais donc c'est quand même... Il a tenu parole parce qu'on n'était pas sûr que ça aille jusqu'au bout. Hein. Tout à fait. Et donc on est tous ravis en fait puisque... il a effectivement fini par rembourser. Bon, il continue ses agissements, mais au moins ça aura servi à ce qu'une majorité de gens soient au courant de cette affaire. Est-ce qu'il exprimait des remords, madame? Comment a-t-il commenté ça? À vrai dire, moi je me suis trouvée j'attendais une personne, il a sonné, donc j'étais persuadée que c'était une personne, j'avais pas mes lunettes et je me suis approchée très très confiante. Et c'est quand je suis arrivée près du portail, je lui ai dit « C'est pourquoi, monsieur ?» Je ne l'avais toujours pas reconnu. Il m'a dit « Je viens payer mes dettes. » Alors ça a fait tic. Et je me suis approchée, il m'a tendu votre feuille, j'ai vu Courbet. C'est tout ce que j'ai vu. J'étais tellement aveuglée par tout. Et il m'a donc tendu la feuille. Je suis retournée à la maison, je l'ai signé, il m'a donné un chèque. Et je l'ai encaissé. Il n'y a pas eu pas de commentaire particulier? Non, je lui ai seulement dit que c'était dommage d'en arriver là. Je lui ai dit que quand même, ce qu'il m'avait fait me demandait beaucoup, puisque le judiciaire était venu, l'expert judiciaire avait constaté qu'il fallait remettre 10 000 € au bout pour casser et refaire. Il m'a dit « Oh, ça ne coûte pas ce prix-là. » Ah bah oui, avec sa façon de travailler, c'est toujours moins cher, évidemment. Voilà. Bon, en tout cas, c'est vraiment... Il n'a pas eu de menace, il était très, très calme. Tant mieux, tant mieux. Voilà. Donc tout le monde est content, vous êtes tous soulagés d'avoir... Et on vous remercie, tout le monde vous remercie pour tout ce que vous avez fait. C'est nous qui vous remercions de nous avoir fait confiance. Merci à Timothée Vienne, bien sûr, et à toute l'équipe. Soyez prudente à l'avenir. Hein. Oui, ça nous a servi de leçon. Même au téléphone, quand on me contacte, excusez-moi, j'ai pas le temps, je raccroche. Maintenant, c'est fini. Voilà qui est sage. Merci à toutes les deux, on vous raccompagne. Merci, madame. Nous sommes heureux pour nos témoins. L'artisan a pratiquement remboursé toutes ses victimes. C'est un soulagement.